Chers lauréates, chers lauréats, j'ai le plaisir de vous accueillir pour un nouveau ciné-débat de l'engagement. Ces séances de cinéma et de débat autour des films que nous avons mis en place avec l'association Cinéma pour tous. Bonjour à tous et bienvenue au cinéma. Vous avez deux fois beaucoup de chance. D'une part parce que vous allez découvrir Mignonne, et puis deuxièmement, vous allez pouvoir en discuter avec la réalisatrice Maïmouna Doucouré. Maïmouna Doucouré, c'est une fille qui a énormément de talent. Elle a eu des prix partout dans le monde, dans les festivals du monde entier, et puis également César du meilleur court-métrage et César du meilleur film. Ce soir, nous avons la chance de voir un film français qui a fait débat et polémique aux États-Unis. Un film français qui est nominé aux Oscars. Maïmouna Doucouré fait partie des Françaises les plus reconnues pour ses films à l'étranger. Et oui, films diffusés sur Netflix. Et puis également, parmi ses parrains, on compte Robert Redford et Ava DuVernay, la réalisatrice de Selma. Maïmouna sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur un film qui aborde beaucoup de sujets d'actualité et notamment le sujet de l'hypersexualisation des jeunes filles. Les filles, les garçons, la sexualité, les apparences, les préjugés, voilà plein de sujets qui nous occupent l'esprit et dont on pourra débattre avec elles. À tout à l'heure, bon film. Bonsoir à toutes et tous, vous êtes près de 500, vous êtes partout en France, sans doute au-delà. Vous venez de voir un film extraordinaire, un film touchant, perturbant, un film qui, je regardais le chat il y a un instant, suscite dès sa projection des commentaires, des réactions. J'ai envie de rapporter le propos il y a quelques instants de Soumia qui dit « J'ai les larmes aux yeux, je ne sais même pas expliquer pourquoi, en tout cas ça m'a grave touché ». Et puis plein de bravos, plein de remerciements, et puis déjà des échanges sur l'hypersexualisation, des échanges sur ce à quoi le film fait référence, ce qu'il met en lumière, ce qu'il touche. Donc vous avez la chance de pouvoir en parler ce soir avec la réalisatrice du film, Maïmouna Doucouré, et d'en parler aussi avec Isabelle Giordano. Et c'est Isabelle Giordano qui va présenter Maïmouna. Isabelle, c'est à toi. Bonsoir à tous. Peut-être qu'on ne puisse pas tous applaudir ensemble comme si on était dans la même salle, mais je suis ravie d'accueillir une réalisatrice que je suis depuis ses débuts, depuis ses courts-métrages, et je l'apprécie beaucoup. Et je voudrais démarrer, le temps que vous vous chauffiez un petit peu sur vos questions, par une première interrogation. Maïmouna, est-ce que ce film est le fruit d'une longue enquête? Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Isabelle, merci de me faire cet honneur. Le fruit d'une longue enquête, oui, clairement. D'abord le fruit d'un spectacle. Tout a commencé lors d'un spectacle, lors duquel j'ai vu des petites filles de 11 ans qui dansaient sur une scène, vraiment comme dans un clip américain, de façon extrêmement lascive, suggestive. Et j'étais assez choquée par ce que je voyais, et donc j'ai décidé de m'intéresser à ces enfants, à ces jeunes filles. J'ai décidé de comprendre la façon dont elles construisaient leur féminité. Alors, pendant un an et demi, j'ai fait tout un travail de recherche, lors duquel j'ai arrêté dans la rue, dans les parcs, de nombreuses petites filles, au moins 150, qui m'ont vraiment raconté leurs histoires. Et j'ai vu à quel point c'était extrêmement difficile, surtout à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où on construit comme ça l'estime de soi via des likes et des followers, où les modèles qu'on a, c'est la télé-réalité, etc. Donc, voilà pourquoi j'ai trouvé nécessaire de raconter cette histoire au cinéma. On donne la parole tout de suite à la première question. Marc, c'est toi qui la relais? Des réactions avant les questions, un chamboulé génial, bravo, percutant, touchant, mais aussi écœurant. Donc des réactions qui sont fortes. Et les premières questions, donc Marie demande quel est le but, et elle ne l'écrit pas avec un grand L et un grand B, mais on sent quand même qu'elle aimerait savoir quelle est l'intention forte derrière ce film et ce qui vous a amené à le proposer, à le construire de cette façon.
Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment toutes ces observations sur le terrain qui m'ont amenée à raconter cette histoire. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup d'histoires et j'ai ressenti comme un sentiment d'urgence de raconter ces petites filles. J'ai fait ce film pour leur donner la parole parce que on est dans notre monde d'adultes. Les enfants, pour nous, on se dit évidemment le monde idéal, c'est des enfants qui jouent, qui se construisent à l'école, avec leurs copains, en famille, etc. Et ce que j'ai pu observer, c'est des enfants qui parfois sont livrés à eux-mêmes, qui, parce qu'ils grandissent aussi dans un univers extrêmement tabou, que ce soit dans le cadre familial ou en tout cas social, vont aller comme ça découvrir de par eux-mêmes via Internet et les réseaux sociaux qui sont extrêmement accessibles en 2 clics. Ils vont construire leur féminité ou leur masculinité, parce que j'ai vu que ça se passait aussi pour les jeunes garçons. Et j'estime, en tout cas, en tant que mère aussi, parce que j'ai une petite fille, que c'est dangereux pour eux. Et ce que je remets en question aussi à travers ce film, c'est vraiment ce que j'interroge, c'est la place de la femme de façon générale. Mignonne, c'est vraiment l'histoire de cette petite fille qui est tiraillée entre 2 modèles de féminité. Elle voit sa mère dans une souffrance, qui se résigne dans la polygamie et qui décide de ne surtout pas suivre le modèle qui lui est proposé par sa mère et aller vers une autre forme de, je mets entre guillemets, de liberté selon elle. Et en fait, elle finit par se brûler les ailes. Donc, avec cette histoire, je mets aussi en exergue cette tendance selon laquelle on a dans les sociétés occidentales à pointer du doigt d'autres traditions et à dire que les femmes d'autres cultures sont oppressées, soumises. La question que je pose, c'est est-ce que le fait d'objectifier le corps des femmes dans notre société, dans nos sociétés occidentales, ce n'est pas une autre forme d'oppression féminine? J'ai peut-être eu juste une réaction avant de repasser la parole au lauréat. Marc, si tu permets, c'est que pour resituer cette conversation privée qui a lieu entre 500 personnes ce soir, c'est un petit club, une communauté exclusive, mais c'est vrai que les personnes qui ont regardé ce film font partie de l'Institut de l'engagement, c'est-à-dire qu'elles sont toutes à leur manière, à des degrés divers d'ailleurs, très engagées dans la société. Et j'ai l'impression que ce film aussi, pour toi, c'est le fruit d'un engagement. Est-ce que c'est un film engagé? Et est-ce que t'exprimer avec une caméra, c'est un engagement pour toi? C'est exactement ça, c'est un engagement. Moi, je suis venue assez tard au cinéma, parce que bon, c'est un autre sujet, mais je me suis longtemps empêchée d'aller vers ce rêve. Mais pour ma part, le cinéma est un outil qui permet de poser un regard sur le monde et c'est peut-être naïf, mais j'ai cette sensation que je peux, en tout cas, chacun à son niveau peut changer le monde et l'image peut contribuer à changer les mentalités ou en tout cas à éveiller les consciences sur des problématiques de la société. Et moi, j'aime pouvoir passer par l'émotion, par des images fortes, par une identification à un personnage, pour comme ça prendre par la main un spectateur et l'emmener vivre une expérience pour voilà, mieux comprendre des enjeux de société. Plusieurs questions de lauréates et lauréats sur la direction de ces jeunes actrices et sur, c'est notamment la question d'Annick et de Tom, et sur l'accompagnement qui leur a été proposé pour leur permettre de mieux assumer la posture qu'on leur a fait prendre, que vous leur avez fait prendre dans ce film. Oui. Alors, évidemment, déjà, je tiens quand même à dire que le casting du film a été assez intensif, étant donné que pour caster ces jeunes filles que vous voyez à l'écran, donc vous avez vu à l'écran les 5 mignonnes, nous avons vu plus de 700 petites filles à travers la France. Ça a été un travail de longue haleine qui a duré plus de 6 mois. Toutes les mignonnes ont vécu avec Mignonne leur première expérience au cinéma. Elles n'avaient jamais joué auparavant. Donc, et quand je les ai rencontrées, quand la team a été, enfin d'ailleurs c'était déjà à l'étape du casting, j'ai évidemment fait part du sujet que j'allais aborder. Et ensuite, il y a eu un long travail de préparation, d'échange, de discussion, de sensibilisation. Je pense que mon film amène à une certaine forme de sensibilisation et il me devait de commencer
par les actrices elles-mêmes. Évidemment, je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait aussi avec les parents, parce que quand on caste des enfants, on les caste avec leurs parents. Et donc, de nombreux échanges. Elles m'ont aussi, je leur ai évidemment expliqué la raison pour laquelle je faisais ce film, toutes les histoires que j'avais pu entendre et observer également, parce que j'ai aussi fait des recherches sur les réseaux sociaux. Elles m'ont fait part, c'était vraiment un échange des histoires dont elles ont été témoins et surtout cette sensibilisation de la raison pour laquelle je faisais ce film et l'importance de leur corps en tant que petite fille, cette transformation, ce que ça voulait dire, l'exposition sur les réseaux sociaux et voilà, la sensibilisation a commencé là. Ensuite, pour aller au bout de la réponse, la façon dont j'ai travaillé avec elle. Ah oui, il y a une autre chose que je voulais dire. Il y avait également une psychologue qui était présente. J'ai décidé de faire intervenir une psychologue assez tôt dans le processus. Déjà pour pouvoir échanger sur le sujet du film, mais pas que, aussi parce que je pense que quand on est un enfant et qu'on, du jour au lendemain, on est comme ça exposé dans un film, au cinéma, qu'on peut se retrouver son visage placardé sur les affiches ou à la télévision, je trouvais important qu'elle puisse avoir quelqu'un, une professionnelle avec qui échanger sur, enfin voilà, juste échanger, se livrer. Et donc, j'ai l'impression que ma réponse est super longue, mais la façon dont j'ai travaillé avec elles, étant donné qu'elles étaient des enfants à l'époque du tournage, elles avaient entre 11 et 13 ans, j'ai vraiment mis en place une forme de… moi, j'appelais ça le laboratoire de recherche de la vérité. C'est comme ça qu'on l'appelait avec les filles. On a répété pendant plusieurs mois. L'objectif, c'était vraiment de trouver une certaine forme d'authenticité, qu'elle lâche prise. Déjà, j'avais une caméra braquée sur elle pendant, tout le temps, en fait. On a été en vacances ensemble pour vraiment… Elles ne se connaissaient pas au départ, donc il fallait qu'elles apprennent qu'on ait l'impression qu'elles se connaissent depuis toujours. Donc, on a été en vacances ensemble, on a fait des foires du trône, des foires des Tuileries, toutes les foires qui existent, on les a faites. On a fait voilà, plein d'activités. On a fait beaucoup de McDo parce qu'elles sont passionnées, elles adorent le McDo. Elles sont extrêmement gourmandes. Et tout ça, ça nous a rapprochés. Et à chaque fois, je filmais. Tout ce qu'on faisait, je le filmais pour qu'elles s'habituent à la caméra. Et ça a fonctionné parce que le jour du tournage, vraiment, la caméra n'existait pas. Enfin, tout le matériel technique, elles arrivaient à en faire abstraction. Et pour vraiment travailler sur les personnages, j'ai fait en sorte de faire correspondre chaque personnage à un animal. Par exemple, celle qui joue le rôle de Angelica, qui a les longs cheveux, est un serpent. Donc, vous pouvez le voir dans sa danse. Elle avait une façon de danser comme un serpent, qu'il ne faut pas vraiment chercher parce qu'elle est capable de vous mordre. Et il y a le personnage de Jess aussi, qui est un ours, donc beaucoup plus ancré dans le sol, plus dur, plus robuste. Et le personnage d'Amy, étant donné son évolution, elle commence par être un tout petit chaton chétif, qui devient un chat, qui devient une panthère noire. Et ça a vraiment aidé les actrices à trouver leur posture et leur respiration pour interpréter leur personnage. Je te laisse enchaîner. Oui, Bertie se demande si vous vous attendiez à autant de résonance, de relais, de débats, de controverses, de polémiques à la sortie du film, si vous vous y étiez préparé. Alors moi, j'espérais qu'il y ait un débat à la hauteur du sujet que j'aborde, parce que évidemment, c'est encore une fois un sujet qui me tient à cœur, que je pense être d'une importance capitale. J'espérais que, évidemment, le débat aille au-delà du film, que mon engagement aille au-delà du film. J'imaginais bien j'espérais que ça n'allait pas s'arrêter au film, et que ça allait permettre de poser de façon sociétale ce débat pour trouver des solutions et protéger nos enfants. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des maladresses ou en tout cas des incompréhensions au niveau du marketing, et que les gens comprennent mon message à l'envers sans avoir vu le film. Voilà. Et quelle est la plus intéressante des réactions que tu as pu entendre de la part d'un spectateur, d'une spectatrice ou d'un journaliste? Alors, c'est une réaction qui n'est pas vraiment… Enfin, j'ai deux anecdotes, elles ne sont pas très joyeuses, mais au final,
je me dis que ça peut aider beaucoup de parents, notamment à lier, en tout cas à entamer un dialogue avec leur enfant, parce que ce sont des sujets qui sont, encore une fois, tellement tabous, on n'ose pas en parler, ou en tout cas, on se convainc que son enfant ne peut pas être exposé à toutes ces images. On se dit que c'est pas possible, ça n'existe pas, alors que le monde dans lequel on vit, malheureusement, est tout autre. J'ai par exemple une anecdote d'une mère qui est venue me voir à la fin d'une projection. Elle était avec sa petite fille de 9 ans et donc elle était en larmes, elle était bouleversée par le film, elle m'a remerciée d'avoir fait ce film. Par contre, elle m'a dit « Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ?» Et donc là, je lui dis oui, ça prend du temps de faire un film. Et elle m'a dit « Mais vous savez, moi, ma fille a 9 ans aujourd'hui. Quand elle avait 7 ans, elle était sur un réseau social dédié aux tout petits enfants. Et sur ce réseau social, un adulte, donc un homme adulte, lui a demandé de se déshabiller. Et ma fille l'a fait. Je me suis rendu compte de tout ça plus tard. Et c'était trop tard. Elle me dit, donc évidemment, elle a été à la police, elle a porté plainte, etc. Et elle me dit, si j'avais vu votre film avant, ça ne serait jamais arrivé. Parce que j'aurais pris conscience de l'importance du dialogue, même très tôt. Et j'aurais expliqué à ma fille l'importance de son corps, le fait que son corps lui appartienne et que jamais personne n'a le droit de lui demander ce genre de choses, et surtout pas sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, voilà. Donc, ça m'a beaucoup touchée, ce témoignage. Et bon, après, j'ai eu beaucoup de témoignages, oui, de parents, d'assistantes sociales, d'éducateurs aussi qui sont sur le terrain et qui voient des choses qui malheureusement vont bien au-delà de la simple exposition. Je dis simple parce que par rapport à ce qui est observé, ça va bien au-delà et qui sont désemparés parce qu'ils ont beaucoup trop de moyens. J'entends par là, par exemple, des histoires de prostitution infantile de petites filles qui ont 12 ans et qui sont livrées elles-mêmes, qui sont livrées à la prostitution et ils ne savent pas comment y faire face. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui utilisent le film, en tout cas avant que les salles ne le ferment, et en tout cas qui ont envie d'utiliser le film quand les conditions sanitaires, quand ça sera possible, hein, pour justement sensibiliser et ouvrir l'échange avec les enfants. Surtout, le plus important, je pense, c'est de les faire parler. Parce que c'est ça, je pense, qu'on oublie de faire, c'est de les écouter. Et donc, pour prolonger ça, Chloé pose vraiment cette question. Comment, dans la pratique, est-ce qu'on peut accompagner des parents et des familles en faisant confronter ces deux réalités, hypersexualisation d'un côté, poids des traditions de l'autre? Est-ce que vous avez des pistes pour aborder ces sujets avec les familles vis-à-vis de l'évolution de leurs adolescents? Ah oui, je suis désolée, j'ai encore une autre anecdote. Encore une fois, je suis désolée, elle n'est pas très joyeuse, mais étant donné qu'on se dit tout. Une autre personne qui a vu le film, qui est cette fois une amie à moi, qui est venue voir le film avec son petit frère de 11 ans. À la sortie du film, elle m'a dit « J'ai beaucoup aimé, mais par contre, je regrette d'être venue avec mon frère parce que je trouve qu'il est trop jeune pour voir des jeunes filles danser de cette façon. » Le lendemain, elle m'a appelée et elle m'a dit « Maïmouna, heureusement que je suis venue avec mon frère. » Et donc là, je lui ai demandé « Ah bon, pourquoi ?» Et elle me dit « Heureusement que je suis venue avec lui parce qu'évidemment, ce sont des sujets que je n'aborde jamais avec lui. Et voir ce film avec lui m'a permis d'en parler. » Et là, mon petit frère m'a dit « Tu sais, moi, bon, voir les filles danser comme ça, c'est rien par rapport à nous, ce qu'on voit à l'école. » Et donc là, sa sœur, elle lui dit « Ah bon, comment ça ?» Donc évidemment, elle essayait de ne pas être trop choquée parce qu'elle voulait aussi qu'il s'exprime face à elle. Et il lui a dit, tu sais, donc il est en 6e, hein, je rappelle, il a 11 ans. Au collège, dans les toilettes de l'école, on a l'habitude avec les copains de regarder des vidéos porno. Et mes copains, moi je ne le fais pas, mais mes copains essayent de reproduire ce qu'ils voient sur les images. Et il dit à sa sœur, ne t'inquiète pas, moi juste je regarde, mais je ne le fais pas. Et il lui dit ça comme si il jouait aux cartes, quoi. Donc c'était tellement banal, elle en était extrêmement choquée et elle m'a dit, du coup elle m'a remerciée, elle m'a dit maintenant je sais que je peux le préparer à toutes ces questions et faire en sorte surtout, bon, elle ne savait pas s'il fallait qu'elle le croie ou pas, mais en tout cas elle savait qu'elle allait pouvoir, elle, être au front
pour préparer son frère sur toutes ces questions extrêmement importantes. Le conseil que je peux donner, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je pense que déjà, le piège, c'est de partir du principe que les choses sont tabous. Et encore une fois, aujourd'hui, étant donné que nos enfants ont accès à toutes les images possibles et imaginables qui peuvent exister sur les réseaux sociaux ou sur Internet, que même nous, adultes, on n'a même plus l'habitude de voir, des images extrêmement choquantes, extrêmement violentes, extrêmement traumatisantes pour les enfants. Je pense qu'il faut mettre de côté ce tabou et entamer le dialogue avec nos enfants. Prendre le temps, encore une fois, ça je l'avais tout à l'heure, de les écouter et de partir du principe en fait que ce sont des êtres intelligents qui peuvent comprendre ce que ça veut dire. Moi, je suis partisane de l'éveil de l'esprit critique aussi. C'est aussi regarder un compte Instagram, par exemple, avec un enfant et lui dire, voilà, cette fille-là, on voit qu'elle est suivie, parce que ça, c'est aussi une chose que j'ai pu observer, une fille très jeune, aujourd'hui, elle a grandi, mais elle avait 14 ans à l'époque, elle a été suivie par 400 000 followers sur Instagram, et son seul talent était de poser en string. Donc, montrer ces images à son enfant et en parler, en fait. Essayer d'éveiller son esprit critique, de se dire, lui, il peut construire une pensée par rapport à tout ça et sur le fait qu'en tant que fille, je parle des filles, mais évidemment, les garçons sont concernés, elles ont aussi autre chose à offrir, qu'on n'est pas obligé de se définir qu'à travers son corps et que la femme, parce que malheureusement, c'est les modèles aussi qui sont proposés dans la société et qui sont les plus visibles, mais c'est leur montrer aussi d'autres modèles, des modèles de femmes astronautes, des modèles de femmes ingénieurs, des modèles de femmes Isabelle Giordano, d'autres modèles pour qu'elles puissent, elles ou ils, en tout cas que les enfants puissent s'identifier et se construire au mieux. Voilà, se dire qu'on peut atteindre le succès ou en tout cas être aimé ou se construire à travers autre chose que le corps, l'intellect, la création et plein d'autres choses très riches pour son humanité, quoi. Il se passe un truc complètement dingue. Il y a tellement de questions, tellement de réactions que je n'arrive pas à suivre. Et en plus, les lauréates et les lauréats m'envoient des messages sur WhatsApp et sur Messenger parce que le chat ne suffit pas. Je vais prendre la question de Khadijatou qui change complètement d'angle. Elle aimerait que vous développiez sur la manière dont vous représentez les cheveux tout au long du film, le cheveu qu'on couvre, le cheveu qu'on repasse, le cheveu qu'on lâche pour se libérer. Je vais en parler à travers une anecdote. Dans le film, vous voyez une séquence où mon personnage est censé être la reine du monde parce qu'elle marche avec des cheveux afro, elle est arrivée à une certaine transformation et elle marche pleine d'assurance pour être vue, pour être aimée et vraiment dans une grande confiance en elle. Lorsque j'ai tourné cette séquence, mon actrice à l'époque du tournage, donc Fatia Youssouf, elle avait 12 ans. Et quand je lui ai dit, voilà, là, tu dois être la plus belle, c'est là où tu es vraiment à ton max. Quand je lui ai dit, je veux que tu aies les cheveux afro, elle a pleuré. Elle a vraiment pleuré. Elle m'a dit, mais Maïmouna, c'est comme ça que je me réveille le matin. Elle dit, là, c'est pas beau, quoi. Ça peut pas être beau d'avoir des cheveux comme ça. Et donc là, évidemment, le plateau était prêt, tout le monde nous attendait, etc. Donc, fallait que je trouve les mots, fallait que je lui explique à quel point, en tant que réalisatrice, c'était important pour moi, réalisatrice noire, femme noire, c'était important pour moi que je raconte mon personnage avec des cheveux afro au moment où elle est censée être la plus jolie. Je lui ai dit, j'aurais pu te lisser les cheveux, te mettre une perruque, j'aurais pu, mais symboliquement, c'est extrêmement fort que je te raconte avec tes cheveux naturels. Et ce jour-là, je lui ai parlé de Beyoncé. Je lui ai dit, je vais raconter Beyoncé, le Super Bowl où elle est arrivée avec toutes ces danseuses qui avaient des cheveux afro. Et après ça, il y a eu toute une histoire sur plein d'articles de presse qui titraient le jour où les gens ont découvert que Beyoncé était noire. Et c'était très beau, c'était très fort, c'était
C'était politique, en fait. Et, après ça, elle a accepté, elle a mis ses cheveux en afro. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, elle ne lâche plus son afro. En fait, elle a toujours ses cheveux en afro, elle adore ses cheveux afro. Et je suis extrêmement fière de ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a plein de choses. Moi, j'aime bien jouer avec l'inconscient du spectateur quand je filme. Et il y a plein de détails, mais bon, là, il nous faudrait plusieurs jours pour tout vous raconter. Par exemple, la coiffure de mon personnage suit son évolution psychologique. Au départ, dans le film, si vous remarquez bien, elle a un chignon qui est plutôt bas. Et au fur et à mesure, le chignon monte. Ensuite, le chignon s'ouvre. Et quand elle est à l'apogée, le chignon explose. Donc là, elle est à l'apogée. Et quand elle revient, parce qu'elle retombe à la fin de l'histoire, elle rattache ses cheveux, le chignon redescend. Enfin, voilà. C'est plein de petits détails comme ça sur les cheveux. Mais je pense que c'est important pour raconter l'identité. Et je parlais tout à l'heure de rôle modèle, je parlais d'identification aussi. Pour moi, en tant que réalisatrice, je me dis, je veux que quand une petite fille regarde mon film, elle se dise, avoir les cheveux afro, c'est beau. Parce que ça, on n'a pas l'habitude de le voir. Donc ça, je me devais de le faire. Même si on arrive d'avoir les cheveux lisses et bouclés, etc. et afro aussi. Mais voilà. Très important ce que dit Maïmouna sur la représentativité. Il y a tout un débat en ce moment dans le monde du cinéma et pas seulement, également dans les médias, sur cette question de devoir représenter toute la France. Mais pour ceux qui s'intéressent à cette question, qui effectivement peut paraître politique, du cheveu afro, il y a un très bon livre qui s'appelle tout simplement Afro, qui est écrit par Rokhaya Diallo, pour ceux que ça intéresse. Tout à fait. Je te laisse enchaîner, Marc. Vas-y, dis-nous un peu le festival. Rokhaya Diallo, que j'embrasse au passage, qui a été une de mes étudiantes à Villetaneuse il y a très, très, très longtemps, au siècle dernier. Elle n'est pas toute jeune, Rokhaya, même si elle est évidemment bien plus jeune que moi. Il y a une lauréate qui ne dit pas son prénom, mais qui écrit « Merci aussi d'avoir souligné cet instant ambigu que sont nos premières règles et cette incompréhension face aux félicitations qu'on reçoit, car, entre guillemets, on devient femme. » Je vous laisse répondre, c'est le paradoxe et la pression que peuvent subir aussi les jeunes filles. Parce que, en tout cas, mon personnage principal, tout le monde lui dit qu'elle est une femme. Traditionnellement, on la pousse à grandir trop vite. Au niveau aussi de la société, on la tire vers justement cette féminité, mais qui n'est pas encore de son âge. Et c'est vraiment l'histoire de cette petite fille qui va essayer de tout simplement apprendre à se connaître et surtout comprendre qu'elle a le temps de grandir. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai décidé qu'elle saute à la corde à sauter, parce qu'elle a le temps de grandir pour justement se construire et choisir la femme qu'elle a vraiment envie de devenir. Tu as d'autres questions, Marc? Oui, plein. Et là, pas une question, mais une réaction. Alors, il y a plusieurs lauréats sénégalais. Je sais qu'il y en a au moins un qui est actuellement à Dakar. Je ne sais pas si c'est lui. Je viens à Dakar la semaine prochaine. Je viens à Dakar la semaine prochaine présenter Mignonne. Peut-être que vous pourrez croiser Amadou, et Amadou, si c'est lui, mais c'est peut-être un autre, écrit « Je suis fier d'être humain, noir, sénégalais, de par ton intelligence et par ton courage, de montrer la vérité de ce qui se passe réellement, de par l'acceptation forcée des coépouses, de par la naïveté des jeunes filles, de par la bienveillance que on doit faire face et qu'on loupe bizarrement. » Oui, finalement, cette histoire, c'est une part de moi. C'est aussi la petite fille que j'étais que je raconte à travers cette histoire. Au-delà de tout l'aspect sociétal, c'est la petite fille, c'est la petite Maïmouna, 11 ans, qui observait toutes les injustices que pouvaient vivre les femmes et qui était complètement impuissante, qui très tôt a vu que les femmes et les hommes n'avaient pas les mêmes droits, malgré ce qui est écrit sur le papier ou en tout cas sur le drapeau. Et je pense que j'ai gardé d'une certaine façon cette rage en moi et qu'aujourd'hui, je suis extrêmement soulagée de pouvoir l'utiliser dans la création. Et d'une certaine façon, moi, ça, je vous le dis parce que on ne sait jamais, peut-être que vous ne savez pas, mais j'ai grandi dans une famille polygame, donc avec 2 mamans, un papa,
Et évidemment que ce n'était pas toujours simple. En plus, c'est un cadre familial que j'ai beaucoup observé dans le voisinage, dans la famille, etc. Et c'est toujours c'est les femmes qui doivent… il y a un mot dans ma langue qui explique tout ça, cette notion de devoir encaisser, supporter tout ce qu'on nous met sur le dos. Et ce mot-là, c'est mouni. Et c'est les femmes qui doivent mouni, toujours, encore et toujours. Mouni pour tes enfants, mouni pour ton mari, parce que le paradis se trouve sous son pied. Mouni pour Dieu, mouni toujours. Et c'est à la femme de se sacrifier. Et moi, ça m'a longtemps mise en colère, quoi. J'avais envie de secouer toutes les femmes qui étaient autour de moi et de leur dire, mais dites stop, arrêtez, choisissez-vous, choisissez votre bonheur, ce que vous avez envie de faire et n'acceptez pas cette résignation. On attend de voir le prochain film qui s'appellera peut-être Mouni. on a appris un nouveau mot qui dit beaucoup. Et oui, qui veut dire beaucoup. Et je crois que, en tout cas, toutes les personnes d'Afrique subsaharienne, en tout cas, Afrique de l'Ouest, on a à peu près tous le même mot. Donc, et je pense qu'au-delà même de l'Afrique, c'est ça qui est important pour moi, c'est que ça va au-delà de l'Afrique. Encore une fois, en Occident, on voit bien que les femmes, il y a aussi toutes ces questions-là de la parité. On est encore très, très loin du compte. Donc, cette question-là de l'égalité entre les hommes et les femmes, elle est totalement universelle encore. Et ça, c'est important de le souligner. Dans les réactions, Marc, que tu as sous les yeux, est-ce qu'il y a j'imagine du positif, mais est-ce qu'il y a du négatif aussi ? Alors, je ne sais pas ce que négatif veut dire. Il y a beaucoup d'interrogations sur la représentation de l'hypersexualité et d'interrogations sur est-ce que finalement la représenter fait le jeu de l'hypersexualisation et ne fait que abonder dans cette dérive, ou bien d'autres qui disent est-ce que la polémique autour de ce film n'est pas hypocrite ? J'ai l'impression que la représentation d'une réalité dérange plus certains que la réalité elle-même. Et c'est intéressant de voir qu'on retrouve ces deux dimensions dans les questions et avec des lauréates et des lauréats qui se répondent entre eux. Alors moi, si je peux me permettre de répondre, encore une fois, j'ai fait ce film pour faire entendre la voix de nos enfants. Et j'ai décidé, en réalisant cette histoire, de me mettre à la hauteur d'une petite fille de 11 ans. Et j'avais comme espérance que chaque personne qui regarde ce film puisse devenir une petite fille de 11 ans le temps du film, pendant 1h30. Et je n'ai pas voulu juger mes protagonistes. Je n'ai pas voulu les montrer, mais j'ai voulu les faire vivre. J'ai voulu qu'on les vive, qu'on vive leur expérience. Et la façon dont j'ai filmé la danse, et d'ailleurs tout ce qui se passe dans le film, parce que comme on peut voir, on voit le film à travers son regard, donc tout a été pensé en fonction, encore une fois, de l'état émotionnel de mon personnage principal. Quand au début du film, on voit que tout est très coloré, très lumineux, c'est parce que c'est la façon dont elle perçoit le monde. C'est parce que elle est dans un monde arc-en-ciel. Et au fur et à mesure de l'histoire, on voit que ça s'obscurcit, les couloirs, surtout chez elle, se rétrécissent. C'est parce que c'est comme ça qu'elle se sent intérieurement. Donc, toute la direction artistique du film a été pensée en fonction de son état émotionnel. Et la danse, j'ai décidé de choisir la danse pour raconter cet âge, parce que c'est un âge où le corps est extrêmement important, où le corps se transforme trop vite parfois pas assez vite, et c'est également violent. Je vous dis ça parce que j'ai vu des petites filles qui mettaient déjà, à 8 ans, qui mettaient des culottes rembourrées parce qu'elles n'avaient pas assez de fesses, elles en étaient extrêmement complexées. Ça, c'était pendant mon enquête, par exemple. Et donc, je trouvais intéressant d'utiliser la danse, au-delà, évidemment, du fait que j'ai vu des filles danser, c'est ce qui m'a inspirée, mais c'est un moyen d'expression. Et mes personnages, en tout cas mon personnage principal, utilise la danse comme moyen de libération de son corps, de son esprit, et comme moyen de rébellion
par rapport à tout ce qui lui est inculqué par sa mère. Et il est important pour moi d'être fidèle à la façon dont elle vivait cette danse, d'être fidèle à la façon dont elle exposait cette danse. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des petites filles qui d'abord se filment, dansent pour se filmer, pour exposer sur les réseaux sociaux et ensuite cherchent à avoir des likes. Et je pense que ça n'aurait pas été, je n'aurais pas été fidèle à mon personnage si tout à coup j'avais cadré l'image sur le visage en demandant aux spectateurs d'imaginer qu'elles sont en train de danser. Donc encore une fois, c'est un peu, excusez-moi, je ne veux pas être insultante, pas du tout, mais l'expression qui dit, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, je montre la lune, alors s'il vous plaît, ne regardez pas mon doigt. Je n'ai pas inventé l'hypersexualisation. Je la raconte pour qu'on se pose ensemble la question dans la société. Et puis, c'est la grande question du cinéma, hein, c'est montrer et dénoncer. Est-ce qu'on montre ce qu'on dénonce? Ça fait plus de 100 ans que les cinéastes tournent autour de cette question. Alors, une question autour du cinéma. Ce film m'a fait penser, d'Isea, à Bande de filles, notamment la scène de lutte où Amy est déshabillée, apparaît en culotte. Est-ce que vous souhaitiez y faire référence? Est-ce que vous avez eu envie de faire référence à d'autres films? Est-ce que vous l'avez fait? Alors moi, vous êtes pas la première personne à comparer le film à Bande de filles. J'aime beaucoup le travail de Céline Sciamma. Je trouve vraiment que c'est une grande réalisatrice. Moi, j'ai du mal à le comparer à Bande de filles parce que je trouve que déjà, à part le fait que ce soit une bande de filles, déjà l'âge change tout. Là, c'est vraiment la préadolescence. C'est encore une fois l'âge de la métamorphose, l'âge de la transformation, l'âge. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est vraiment l'âge où on peut tenir dans une main une poupée et dans l'autre une cigarette pour faire comme les grands. C'est l'âge de la schizophrénie. Donc déjà, ça change tout. Le sujet, la thématique du film est totalement différente, encore une fois, de Bande de filles. Et cette séquence-là ne raconte pas la même chose. Dans la séquence, oui, il y a une bagarre entre filles, mais dans la séquence de bagarre de Mignonne, c'est justement cette petite fille en pleine mutation qui en fait ne s'est pas réellement transformée, parce que sous cette couche de mue, on retrouve encore une couche d'enfant à travers cette culotte. Et pour moi, ça raconte tellement autre chose. En termes d'inspiration, encore une fois, là, je me suis vraiment basée sur la réalité, beaucoup de faits réels, en fait. Par exemple, quand elle prend en photo son sexe dans le film, dans la réalité, ce sont des petites filles de 10 ans, donc qui sont en CM2, qui prennent en photo leur sexe et qui, maintenant elles ont grandi, mais à l'époque elles avaient 10 ans, et qui prenaient en photo leur sexe et qui proposaient aux garçons de payer 1 € pour pouvoir montrer les photos. Donc moi j'étais très choquée de savoir même que ça pouvait être possible, qu'elles aient pu imaginer une chose pareille. Et bon, après évidemment il y a eu un scandale, le directeur de l'école, les parents, etc. Mais c'est ce que j'ai entendu qui m'a inspirée dans cette séquence-là du film. J'ai perdu le fil de la question, et en termes d'inspiration, il y a des réalisateurs, oui, qui m'inspirent, des réalisateurs dont je ne me suis pas directement inspirée dans le film, ou en tout cas peut-être que je ne m'en suis pas rendu compte, mais il y a par exemple un réalisateur iranien qui s'appelle Asghar Farhadi, une réalisatrice anglaise, Andrea Arnold. Après, j'aime bien, peut-être une inspiration, mais je m'en suis rendu compte après. C'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai vu très jeune, qui s'appelle Carrie de Brian De Palma. Et en fait, avec le recul, je trouve qu'il y a plein de correspondances avec. Je ne sais pas si vous avez eu, si certains ont eu l'occasion de le voir, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué sur cette dimension avec la mère. Avec la religion, et puis du coup c'est une jeune fille qui a ses règles, et puis comment elle est rejetée d'un groupe, et comment après il y a une dimension fantastique dans le film. Mais voilà, mes inspirations, c'est en général les films qui vont capter la vérité. Moi, c'est ce qui me plaît en tout cas, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on oublie qu'on regarde un film et qu'on soit juste, encore une fois, avec les personnages. Marc, si on essaye de garder notre règle des 45 minutes chrono et de rester toujours un peu sur sa fin, c'est ce qu'il y a de meilleur de toute façon, et ça donnera envie de regarder le travail de Maïmouna. 45 minutes, là Question de ça fait déjà,
Tu nous donnes les dernières questions? Oui. Une question de 2 lauréates qui s'interrogent sur comment vous allez et qui se demandent comment vous avez vécu ces rencontres, ces situations, mais aussi les polémiques, les controverses qui ont suivi le film et comment psychologiquement vous tenez. C'est gentil de poser la question. Figurez-vous que je vais bien. Je vais bien. C'était pas facile au début, je vous le cache pas. Au début, je me disais, mais c'est pas possible. Surtout, je trouvais ça profondément injuste parce que je me disais, mais ils ont même pas vu mon film, ou en tout cas, voilà, la plupart, en tout cas, des personnes n'avaient pas vu le film. Et d'ailleurs, ceux qui continuent n'ont. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui ont fini par le voir et ça, c'était super parce que après, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui se sont excusées ou en tout cas qui m'ont écrit et j'ai eu beaucoup de soutien. En fait, ça fait du bien. J'ai eu énormément de soutien politique de la part du gouvernement, donc notamment de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, de la ministre chargée de l'égalité homme-femme, Elisabeth Moreno, du secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, qui est Adrien Taquet. Donc ils ont vu le film, ils m'ont dit, enfin évidemment, ils ont soutenu le film, de toute la profession, l'industrie du cinéma. Dans sa globalité, j'ai eu du soutien, des soutiens des cinéastes internationaux. Donc tout ça, ça remonte le moral. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça va parce que je sais pourquoi j'ai fait mon film. Je sais pourquoi je l'ai fait et ceux qui le voient se rendent compte que finalement, on a le même combat, en tout cas cette même volonté de régler ce problème-là de l'hypersexualisation des enfants et que c'est pas du tout ce que pensent ceux qui ont pu créer cette polémique, c'est-à-dire une apologie ou en tout cas pour donner envie aux enfants de se sexualiser, bien au contraire. Donc ça va très bien. Je continue à écrire. En fait, moi, ça va vous surprendre, hein, mais mes parents, mon père, il était éboueur. Il a balayé les rues de Paris toute sa vie, se levait à 4h du matin. Ma mère, elle était femme de ménage. Eux, ils n'avaient pas de rêve, hein, ils ont travaillé toute leur vie. Alors nous, aujourd'hui, on se bat pour réaliser nos rêves, pour les honorer. Et il en faut bien plus pour nous mettre à terre. Donc, croyez-moi, à part être déterminée, enthousiaste, parce que j'adore ce que je fais. Et encore une fois, je crois qu'on a ce pouvoir-là de changer le monde. Donc, à partir de là, ça va très bien, quoi. Là, je crois qu'on ne peut rien rajouter. Hein. On a ce pouvoir-là de changer le monde. Un mot de la fin, mais Maïmouna, merci. Marc, si tu veux, comme je sais qu'on a eu beaucoup de témoignages, tu peux encore donner quelques réactions ou quelques impressions de tous ceux qui ont eu la chance de découvrir ce film. Mais c'est vrai que ça sonnait comme une belle phrase de conclusion. Non, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. J'ai défendu votre film partout où j'ai pu. Comment? J'ai pas entendu le début, pardon. Donc une lauréate ou un lauréat qui dit j'ai défendu votre film partout où j'ai pu. Et puis d'autres qui s'interrogent sur comment est-ce que vous pensez qu'il va être reçu au Sénégal puisque vous y allez la semaine prochaine. Et il y a tellement de questions encore et tellement de réactions, mais surtout énormément de remerciements, énormément de commentaires sur le côté touchant du film. Et je crois que les lauréates et les lauréats vont repartir avec l'envie d'en parler. J'espère d'en parler entre eux. Évidemment, c'est compliqué dans cette période de confinement, mais on a là aussi les réseaux sociaux qui nous permettent d'échanger. Exactement. On a le téléphone. Et donc, rappelez-vous, les films, ils vivent par celles et ceux qui les font, évidemment. Ils vivent aussi par ceux qui les voient et qui en parlent autour d'eux. Donc, parler de Mignonne, parler de Maïmouna Doucouré, parler d'Isabelle Giordano et de la façon dont elle fait vivre le cinéma avec son association Cinéma pour tous. Voilà, vive le cinéma, vive les débats. Maïmouna, merci énormément. Et je me permets juste de rajouter une chose, si vous avez envie, en tout cas, si vous avez aimé le film et que vous avez envie de nous soutenir, enfin de me soutenir, n'hésitez pas à le noter sur Allociné. C'est un petit coup de pouce.
Là, vous êtes 500, ça peut être pas mal. J'en profite. Et puis, je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Et je vous raconterai du coup au Sénégal comment ça s'est passé. Je vous ferai des petites stories pour vous raconter. On va suivre tout ça. En tout cas, merci à tous ceux qui ont assisté à cette projection exceptionnelle. Merci Marc et un grand merci à Maïmouna Doucouré d'avoir été disponible pendant presque 1 heure pour discuter avec tout le monde. On va poursuivre cette conversation. On a vu une très belle histoire avec Mignonne et ensuite Maïmouna nous a raconté 1000 histoires. Donc, on va s'endormir avec toutes ces histoires incroyables qui nous font réfléchir, qui nous ont émus mais qui nous font réfléchir aussi. Donc merci à Maïmouna. Merci à vous. Merci à vous tous. Les 500 personnes. Merci Marc, merci Isabelle, c'était un plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai et Isabelle se revoir. Merci à vous, à très bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir.